Alexandre Langlois, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat Vigipolice et également agent de renseignement au renseignement territorial. On se connaît, vous êtes déjà venu sur la chaîne. Vous avez fait une vidéo sur le média qui a été très suivie, bientôt 600 000 vues. Est-ce qu'on peut commencer par ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que votre hiérarchie vous reproche? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste décrit la réalité de ce qui se passait, un peu ce que personne ne veut dire en fait, c'est-à-dire qu'on veut toujours incriminer des policiers sur le terrain, sur les manifestations gilets jaunes notamment, on veut incriminer les gilets jaunes pour leur violence, et on oublie qu'il y a un metteur en scène derrière qui organise un peu tout ce cirque. Et donc en fait dans tous les dépôts de plainte, les prises de parole, les augmentations des tensions, on oublie un acteur principal, c'est celui qui donne les ordres, celui qui place les policiers, celui qui forme les policiers, et donc c'était un peu recadrer le débat aussi sur une souffrance dans notre profession. Depuis le début de l'année, nous avons 9 de nos collègues qui sont suicidés, donc quasiment un tous les 2 jours. C'est un record absolu. L'année dernière, on a fini à 36, donc on est déjà à la moitié de ce qu'on a perdu comme collègues l'année dernière. Des conditions de travail insupportables, une hiérarchie qui met une pression insupportable pour nos collègues disciplinairement dès qu'on leur déplaît ou qu'on peut porter atteinte à leur ego. Ils utilisent également la médecine statutaire. Donc c'était l'occasion de dire comment ça se passait dans l'envers du décor et que la police nationale n'est pas forcément dirigée par des gens très propres. Qu'est-ce que vous avez dit qui les a tant énervés? Ça remonte sur une année en fait, parce que ça fait depuis une année qu'on les embête un petit peu. On avait commencé à les embêter sur des faux en écriture publique et escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics, parce que nos directeurs falsifiaient les chiffres de délinquance à la baisse et ils touchent des primes dessus, donc de l'argent public sur un travail qu'ils n'ont pas fait. Tout ça On a des preuves de tout ça, on a fait une dénonciation également, on va sans doute saisir un juge d'instruction parce que la dénonciation auprès du procureur n'avance pas très vite. Nous avions saisi le parquet financier dans un premier temps qui a shooté l'affaire pour la renvoyer au procureur de Marseille où nos collègues nous avaient donné les éléments. Ça avait été médiatisé, c'est pour ça que ça leur a cassé les pieds. D'abord Europe 1, le Canard enchaîné le 20h sur France 2. Et à chaque fois une défense différente de notre administration. La première défense c'était il y a des erreurs dans le logiciel. Deuxième défense, après le deuxième passage, c'était non, il y a 2 fonctionnaires aigris qui nous en veulent. Troisième défense de la direction, ça a été ah ben non, finalement en fait il y a bien des problèmes, mais j'ai pas donné d'ordre de falsifier les chiffres. Et dernière défense, ça a été oui bon, la délinquance a bien baissé, pas autant qu'on l'a dit, hein, on est d'accord, mais elle a quand même baissé. Et au final, il y a eu un audit interne qui avait été demandé pour vérifier qu'on avait menti du coup par notre direction. Malheureusement, le rapport nous donne raison et du coup, le directeur général de la police nationale ne veut pas nous le donner, très curieusement. Donc c'est à partir de là que les problèmes ont commencé. J'ai été auditionné à l'IGPN parce qu'on avait porté plainte à l'IGPN, parce que n'importe quel citoyen peut saisir l'IGPN quand un policier commet des actes délictuels, voire criminels. Et on s'est dit, on va jouer le jeu, on va dénoncer des actes criminels, voire délictuels de notre directeur général de la police nationale et du directeur de la sécurité publique de Marseille. Donc l'IGPN a commencé par nous envoyer un mail de menace en disant, on enregistre bien votre chose, par contre, à force de titiller le directeur, on va vous trouver des procédures, on va vous attaquer administrativement, judiciairement, et grosso modo, pour résumer, vous allez le payer. On leur a dit, on n'est pas là pour vous demander votre avis, mais pour que vous fassiez votre travail. Donc la deuxième réponse a été, bon écoutez, on va suivre la procédure habituelle, et c'est le directeur général qui est destinataire de l'enquête, qui va choisir s'il va s'auto-poursuivre ou pas. Résultat des courses, j'ai été envoyé à l'IGPN pour manque de loyauté envers le directeur. Et le directeur n'a pas été inquiété pour l'histoire. Même pire que ça, il m'a envoyé... Un peu plus tard, après cette enquête IGPN, il m'a envoyé également pour diffamation, parce que j'avais dit qu'il allait toucher des primes et qu'il allait avoir des augmentations grâce à cette procédure de falsification de chiffres. Pour le moment, le procureur a classé sans suite. Et l'enquête IGPN, où j'ai pu être assisté d'un journaliste de Marianne, qui a également été menacé pendant cet entretien, les personnes de l'IGPN ont dit, si la moindre ligne sort de cet entretien, on va vous faire des poursuites. Le journaliste de Marianne a dit, mais attendez, moi je ne suis pas du tout policier, comment vous voulez me poursuivre? Ils ont dit, on trouvera. Bon, très bien, le journaliste a dit, bon, j'en prends bonne note. Tout ça, vous avez des traces de tout ça? On a des traces. Moi, j'ai publié intégralement l'audition que j'avais subie IGPN sur Internet, parce que j'ai une très bonne mémoire, quasiment au mot près. Et donc, j'ai demandé un conseil à un avocat qui nous suit au niveau administratif. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut publier ou pas? Il m'a dit, comme c'est vos données personnelles, la seule chose, vous pouvez le publier effectivement, la seule chose qu'on pourrait retenir, c'est une tentative d'intimidation de l'administration contre vous. Donc, on a publié. L'administration donc, a donné des décisions de justice tronquées durant cet entretien pour me mettre en porte-à-faux, alors que les décisions de justice, quand on les lisait jusqu'au bout, me donnaient raison, ou alors n'avaient carrément rien à voir avec le sujet. Et à la fin, pour essayer de m'avoir, ils m'ont présenté un document qui est faux. Ils avaient produit un faux document en me disant « Pourquoi vous l'avez écrit ?» Mais j'aurais dit « Je ne l'ai pas écrit ». Ils nous ont dit « C'est pas la question c'est pourquoi vous l'avez écrit ?» J'ai dit « Je ne peux pas répondre à votre question », mais ils ont dit « C'est nous qui faisons les questions ».
Et après, ils m'ont dit, bah, du coup, je ne peux pas. Donc, vous refusez de répondre à la question. J'ai dit non, je vous montre le document, vous me dites, vous l'avez pris sur le site internet de Vigie, je vous montre le site, le document que vous me présentez n'existe pas dans la forme sous laquelle vous me présentez. Donc voilà, on en est là. Et à savoir que cet entretien, c'est basé sur ce que j'ai fait pour mon activité syndicale pour que je sois sanctionné dans mon activité professionnelle. Ce qui normalement est une chose impossible en droit français. Voilà, et une dernière précision également sur l'IGPN, c'est que l'IGPN, donc c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale, la police qui enquête sur la... Ils font bien leur boulot d'habitude. Non, jamais, non. Je vais donner plein d'exemples, mais juste une chose légale, c'est que en France, en fait, la France a ratifié un code éthique de police européen en 2001. Et dedans, il y avait marqué qu'il serait applicable dans tous les pays signataires au moment où un nouveau code de déontologie serait repris pour la police dans chaque pays signataire. Donc la France a signé un code de déontologie en 2014 qui fait exactement l'inverse que ce code éthique. Et dedans, notamment, il y a une chose du code éthique européen qui dit la police n'a pas le droit d'enquêter sur la police. Il faut qu'il y ait des magistrats, il faut que des gens de la personnalité civile, il faut qu'il y ait des policiers pour donner un point de vue, mais qui soient juste là pour éclairer les personnes dans ça. La France a choisi de garder une police qui enquête sur la police, qui est à la fois décriée par les policiers eux-mêmes qui en ont marre de cette opacité, et décriée également par la population qui dit qu'il y a opacité. Donc les seuls qui sont contents de cette institution sont le gouvernement et notre haute hiérarchie. Donc ils font leur travail ou pas, c'est là où j'allais revenir, ça dépend des décisions. Quand on a eu le nouveau code de déontologie, j'avais posé la question, on a une formation obligatoire, ils n'ont pas le temps de nous former des fois sur l'armement, sur des procédures. Par contre, pour nous faire du bourrage de crâne sur le nouveau code de déontologie en 2014, tout le monde devait être formé en 1 an. Voilà, et ils ont tenu la route. Donc j'avais posé la question, je disais, bah, écoutez, on a un problème dans ce code, c'est que bah, y a des décisions de l'IGPN, mais est-ce qu'on pourrait avoir des décisions globales pour avoir une sorte de jurisprudence, comment vous décidez? Ils ont dit, bah non, on juge au cas par cas, donc on ne peut pas vous donner de généralité. Donc pour expliquer le cas par cas, c'était dans le Parisien en 2010, et il y a un commissaire de police qui était en poste à Sanaa, l'ambassade, en tant que officier de liaison. Il sort de l'ambassade bourré avec le véhicule de service, écrase un enfant, le tue, prend la fuite. Il retourne à l'ambassade, le syndicat des commissaires monte au créneau, disant l'ambassadeur séquestre notre adhérent. La famille de la victime, donc de l'enfant qui est mort, quand même, demande le prix du sang, 300 000 euros. Résultat des courses, l'ambassadeur saute. L'État français paye la rançon, enfin le prix du sang à la famille, et le commissaire a été sanctionné de la lourde peine d'être nommé chef DRG à Ajaccio. Voilà. Un collègue adjoint technique vole des steaks périmés, enfin vole, s'il a été accusé d'avoir volé des steaks périmés parce qu'il voulait les donner pour ses chiens. Il dit, c'est périmé, je vole quoi? Ils ont dit, vous êtes un sale voleur et on va vous demander une mise à pied de 3 mois. Bon, on lui a dit, donc on l'a défendu, il y a au moins que ça, mais c'est le 2 poids 2 mesures. Un, peut tuer un enfant en état d'ivresse, quelqu'un vole des steaks périmés, enfin je veux dire, ils allaient à la poubelle. Il y a là autre chose également assez grave, nous avons le directeur du renseignement parisien, adjoint à l'époque, en 2016, au moment des attentats. Il avait pris l'argent qui devait servir à payer la surveillance antiterroriste. Preuve de tout ça? Ah, c'est dans la presse, c'est sorti dans la presse, dans le Parisien à chaque fois, notamment, dans Le Point aussi. Et après, on reprend et on étaye avec des collègues qui nous apportent les témoignages, mais si on tape sur Internet, on trouve dans la presse de façon générale. Donc, M. Delef, qui avait pris dans la caisse pour payer la surveillance antiterroriste, notamment des cellules qui auraient pu participer au Bataclan, parce qu'il avait du mal à payer les traites de son château en province. Voilà, il avait du mal à boucler ses fins de mois. Donc dans la période où il a fait ça, il y a eu les attentats donc, du Bataclan. L'administration a juste dit, bon, ben, il a rendu l'argent, on va le déplacer. Pas d'autre sanction que le déplacer de service. Et du coup, ils n'ont pas posé la question, aller enquêter, savoir si plus loin, le fait qu'il ait volé cet argent, emprunté cet argent, comme ils ont dit gentiment, avait eu un impact sur les services de façon opérationnelle. Ils n'ont pas cherché à savoir si oui ou non il y avait un impact. Donc voilà, donc il y a toujours un 2 poids, 2 mesures. Un autre exemple, là c'est à l'inverse, c'est une collègue gardien de la paix qui prend un véhicule de service. Elle constate que les freins sont en fin de vie, les pneus sont lisses. Elle consigne tout dans le cahier en disant voilà, il y a des sérieux problèmes. Elle va voir son chef, elle dit bah, écoutez, je ne peux pas prendre le véhicule. Il dit bah, il n'y a pas d'autre véhicule, prenez-le quand même, c'est un ordre. Très bien. Et malheureusement, cette collègue percute un passage piéton devant le palais de justice et percute une greffière parce que la voiture ne répond plus. La réponse de l'administration dit bah, écoutez, moi j'avais l'ordre de prendre le véhicule. Ah non, on n'a jamais dit ça. Et en plus, vous saviez pertinemment que le véhicule ne marchait pas. La preuve, vous l'avez consigné dans le cahier. Donc on est toujours sur des procédures comme ça. Protéger, donc l'IGPN est capable de protéger à partir d'un certain niveau de hiérarchie.
un certain haut niveau, il nous incrimine pour divers motifs. Donc les bofs carottes, c'est pour les gardiens de la paix lambda. C'est ça, officiers également, qui prennent, Donc, les adjoints techniques, administratifs. On les appelle comme ça depuis le film Ripou contre Ripou. Voilà. Donc normalement, ils sont très respectés parce qu'ils font leur boulot, mais vous êtes en train de me dire qu'à partir d'un certain niveau de hiérarchie, ça ferme un peu les yeux, c'est ça? Ça ferme complètement les yeux. Ou alors, il faut qu'un commissaire ait vraiment déplu à ses pairs au gouvernement, comme le commissaire Néret, ou quelques commissaires qui ont fait la une, voilà, parce qu'ils avaient déplu au sérail par des méthodes qui ne correspondaient pas, ou sur d'autres sujets d'où nous n'avions même pas. Il avait quand même abusé. Hein. Il avait abusé, nous sommes bien d'accord, mais en fait, d'autres ont fait pire, n'ont pas été incriminés, c'est ça que je veux dire. Des exemples? Celui qui a tué un enfant, je veux dire, ça me semble assez pire de tuer un enfant en état d'ivresse et prendre la fuite, que après, effectivement, ce qu'il a fait est grave. Mais ce que je veux dire, c'est que l'institution enquête que sur les personnes qui commettent des fautes, mais qu'ils ont dans le viseur. Il y en a qui commettent des fautes très graves, qui ne sont jamais inquiétés. Tout simplement, quand nous avons nous avons dénoncé à l'IGPN les détournements de fonds publics et les falsifications des statistiques de la délinquance, c'est pas le directeur qui a été incriminé par l'IGPN, c'est nous qui avons été incriminés pour manque de loyauté. Donc il y a vraiment un souci dans la police nationale. Voilà. Et après, il y a une chose qui se serve également de façon générale, c'est le discernement. Un commissaire fait souvent preuve du bon discernement, c'est dans notre code de déontologie. Par contre, en dessous, on fait souvent preuve du mauvais discernement. Ils peuvent nous sanctionner pour ça. Le discernement en matière juridique est assez subjectif. Un texte juridique devrait être carré, on ne devrait pas savoir c'est blanc, c'est noir, et puis il n'y a pas d'interprétation possible. Le discernement permet de faire tout et n'importe quoi selon les besoins de la situation. Et également, certains gardiens de la paix peuvent être incriminés alors qu'ils n'ont rien fait, comme ça peut être souvent le cas, parce qu'il y a besoin, pour l'opinion publique, de sacrifier un policier, et à l'inverse, un policier qui peut avoir commis des fautes, qui est gardien de la paix également, mais à ce moment-là, il faut sauver la police coûte que coûte, pour être innocenté, parce qu'il y en a besoin pour la com gouvernementale. Donc pour nous, s'il y a une police en ce moment qui pourrait être entre guillemets politique, ce serait l'IGPN qui est aux ordres et au service de notre belle maison police et gouvernement. Et sur les chiffres de la délinquance, j'y pense. Peu n'engage que vous. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Sur les chiffres de la délinquance, excusez-moi de vous avoir coupé. Les chiffres de la délinquance, c'est que nous, effectivement, on a eu les collègues qui ont témoigné, mais il y a également un rapport de l'IGA, donc c'est l'inspection générale de l'administration, et 2 rapports parlementaires qui savent que les chiffres ne correspondent pas à la réalité. Ils n'étaient pas allés jusqu'au bout de la conclusion, mais il y a également des documents officiels qui vont dans ce sens-là. Voilà, et après, dans les faits, je vais prendre, parce que c'est sur Marseille, la délinquance baisse depuis des années de façon exponentielle, et juste après la publication des chiffres en 2018, on se tirait dessus à la Kalachnikov dans la cité. Donc c'est pour montrer qu'il y a une déconnexion entre les chiffres officiels, ce qui a aussi un impact, parce qu'après, les politiques, des fois plus honnêtes, disent on va déployer les policiers en fonction de la carte de la délinquance qu'on nous a donnée, donc c'est un impact pour les policiers qui vont travailler sur le terrain, et la population qui n'aura pas le service de police pour assurer sa sécurité, parce que des gens ont menti sur les statistiques. Vous me sidérez là. Comment se comportent les autres syndicats de police? Ils sont au courant de tout ça? Comment ça se passe? Je n'ai pas la moindre idée, je ne suis pas chez eux, s'ils sont au courant ou pas, donc je ne pourrais pas parler à leur place. Je sais qu'il y a dans les petits syndicats certains qui mènent les mêmes combats que nous, les syndicats majoritaires comme Alliance, Unité ou UNSA Police. Je ne les ai jamais vus monter au créneau sur ces dossiers-là, et je pense qu'ils montent très rarement au créneau. Je vais donner un autre exemple. Nous avons une collègue qui est morte noyée dans la Seine en janvier 2018, à son âme, suite à un exercice de la brigade fluviale. Voilà, donc elle était à la brigade fluviale. Immédiatement, la préfecture de police a dit non, mais c'était un exercice prévu de longue date, on ne pouvait pas faire autrement, c'est la faute à pas de chance. Il se trouve que l'exercice, finalement, après enquête, donc c'était nos collègues du 5e arrondissement qui étaient en charge de l'enquête, parce que ça s'est passé à côté de chez eux. Finalement, l'IGPN a débarqué, a dit on prend tous les dossiers, on va prendre la suite du dossier, merci, vous n'avez rien vu. Au final de l'enquête, ce qu'on a pu voir, ce qu'on s'est porté partie civile, c'était une adhérente de l'UNSA Police. Voilà, notre avocat nous a dit écoutez, le juge d'instruction aurait besoin d'avoir un syndicat qui se porte partie civile dans cette affaire. On a dit, nous, on ne marche pas sur les plates-bandes d'un autre syndicat, elle était adhérente à l'UNSA, on va faire, vous rigolez. L'UNSA, ils n'ont pas bougé le petit doigt. Donc si ça vous intéresse dans l'intérêt de la profession, on peut y aller du coup. Donc du coup, on s'est porté partie civile dans ce dossier, et nous avons pu découvrir qu'il y a un touriste italien qui était plongeur, qui a vu toute la Seine, et il a dû faire 4 commissariats pour qu'on enregistre son témoignage. À chaque fois, on refusait son témoignage. Il y a également le gilet de sauvetage de notre collègue en fait, qui aurait dû se gonfler, mais suite à une défection du matériel qui n'avait pas été vérifié correctement, il ne s'est pas gonflé.
Également, des experts qui ont dit qu'on ne fait jamais un exercice quand la scène est en crue. C'est complètement aberrant et on ne peut pas donner des ordres pareils. Et une anecdote, donc on ne sait pas si c'est un hasard ou si le canard enchaîné a fait réagir notre direction, mais notre collègue donc n'a pas été repêché avant un article du canard enchaîné plusieurs mois après, quand le canard enchaîné a publié son article en disant qu'il y avait des graves dysfonctionnements dans cette histoire. À l'époque, nous n'étions pas encore partie civile. Dans la semaine, du coup, la préfecture de police a été repêcher le cadavre de notre collègue. Et a priori, la famille a voulu porter plainte, se porter partie civile. Elle a eu des complications de la part de notre institution. Donc les syndicats de police majoritaires, on a quelques soucis. Et le dernier souci en date que nous avons, c'est les élections professionnelles qui ont lieu au mois de décembre. Et il y a eu des fraudes. Des fraudes dans tous les sens. Oui, c'est avéré, il y a des enquêtes officielles. Les enquêtes, on attend qu'elles soient officielles. Il y a 3 recours en cours. Le nôtre, un autre syndicat qui s'appelle Alternative qui a également déposé un recours et un autre syndicat, encore le SNIPAD, qui a déposé un recours. Donc il y a 3 recours. C'est marqué noir sur blanc sur les PV de résultats. Au fur et à mesure des dysfonctionnements, c'est à noter en marge. Donc nous avons eu des achats de voix par des bons d'achat par le syndicat Alliance. Ils donnaient entre 20 et 50 euros, une clé USB, enfin des gadgets. Nous avons eu des syndicats majoritaires qui allaient voir leurs adhérents en disant « vous nous donnez vos enveloppes pour voter », à savoir que nous votons par vote électronique. Sinon, on ne vous défendra pas pour l'année à venir. Grosso modo, comment on va faire ça avec tous nos adhérents? Des preuves de tout ça? Il y a des témoignages, c'est marqué sur les PV qui ont été signés à la fin des élections, c'est marqué. L'administration n'a pas bougé une oreille en disant « oui, bon, voilà ». Il y a des collègues également qui ont voulu voter, mais il y avait déjà des gens qui avaient voté à leur place. Donc on soupçonne qu'il y a certains chefs d'unité qui ont pris les enveloppes qu'ils ne nous ont pas distribuées pour voter à la place de certains collègues. Quand les collègues qui ont voulu voter, qui ont dit écoutez, nous on n'a pas pu voter, ils ont appelé l'administration a dit nous dans le logiciel c'est voté, c'est terminé. Donc ces collègues-là sont allés au tribunal, au pénal, pour faire valoir leurs droits. Donc tout ça, et donc nous avons pu découvrir grâce au canard enchaîné, la réponse de l'administration, c'est sous réserve de vérification, il se pourrait qu'il y ait effectivement des incidents qui aient faussé la sincérité du scrutin. Bon voilà, le problème c'est quand nous avons saisi M. Castaner, il y a eu 0 réponse. Voilà, et que pour avoir les documents qu'il nous manquait sur certains PV, on avait demandé à l'administration de nous les donner, ils nous ont donné exprès 15 jours après, en disant « ah, on va vous les donner ». Voilà, ce qui aurait pu mettre en porte-à-faux notre procédure et notre recours qui est en cours. Donc nous attendons la suite sur ce côté-là, donc ça pose un problème. Donc pour le moment, nous avons des syndicats majoritaires, nous ne serons sûrement pas majoritaires, mais nous avons peut-être fait un score un peu plus élevé, ou d'autres syndicats auraient pu faire un score plus élevé, suite à toute cette magouille organisée en interne. Donc voilà pour les syndicats, donc ça aussi on les a dénoncés, donc ça les énerve également. Il y a encore d'autres affaires au cours de l'année où on a pu un peu énerver notre hiérarchie, comme sur l'affaire Benalla. Alors je vous écoute. Sur l'affaire Benalla, donc quand on a vu ce qui s'était passé... Une procédure en cours, on se méfie, pas de diffamation, pas de machin, on vous écoute. Je vais donner les éléments qui sont publics, parce qu'effectivement, quand on a eu connaissance de ce qui s'est passé, nous avons été très choqués dans la police nationale. Le ministre de l'Intérieur de l'époque n'a surtout pas porté plainte, donc du coup, en tant que syndicat, on s'est dit que nous avions... Cazeneuve Monsieur Collomb à l'époque. Collomb. Voilà. Et nous avons porté plainte dans un premier temps, avec une demande d'ouverture d'une instruction avec des juges d'instruction, qui a été ouverte quelques jours après. Donc il y a 3 juges d'instruction qui ont été nommés, nous avons du coup pu nous porter partie civile, mais l'enquête a été ubuesque. Voilà, C'est votre jugement ou vous avez des éléments concrets? Même M. Castaner l'a reconnu sur un plateau de télé. Donc si M. Castaner, il n'était pas ministre à l'époque, mais il l'a reconnu chez M. Salut les Terriens. Ardisson, voilà, merci. Ubuesque, voilà, et même ça a été reconnu par le canard enchaîné et divers médias qui ont publié le coffre de M. Benalla alors qu'il est en garde à vue. Perquisition chez M. Benalla. La perquisition commence très curieusement à 19h45, sachant qu'à 21h on ne peut plus perquisitionner. M. Benalla dit qu'il n'a pas les clés de chez lui, donc il ne peut pas rentrer. Et il faut appeler sa femme, c'est sa femme qui a les clés du coup, mais il ne sait pas où elle est. Il ne veut pas dire où elle est, ni communiquer ses coordonnées parce qu'elle n'a pas à être mêlée à l'enquête. On fracture pas la porte comme... Mais j'arrive à la suite, donc nos collègues appellent un serrurier, le serrurier arrive, c'est une porte sécurisée, il ne peut pas l'ouvrir. Finalement, ils appellent le 92 où M. Benalla réside. Le 92 dit écoutez, on n'a rien. Ils appellent la BAC qui est à proximité pour savoir s'ils n'ont pas à Bélier, il n'y a rien. Et finalement, pas de chance, 21h, la porte n'est pas ouverte. Le lendemain matin, donc, nos collègues reviennent avec le bon matériel pour ouvrir la porte est ouverte et le coffre que M. Benalla avait dit avoir chez lui avec ses armes notamment et peut-être dont ses armes et divers objets qui pouvaient intéresser l'enquête, le coffre n'est plus là. Il a dit « Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai demandé à ma femme et un ami de déménager le coffre.
C'était quoi comme coffre? Parce qu'un coffre, c'est très lourd. C'est un petit coffre, un gros Mais du coffre? coup, on n'en a pas la moindre idée. Pour le moment, le coffre a toujours disparu. Et en conclusion, il dit: ah ben, j'ai demandé à ma femme et un ami de déménager le coffre. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cet ami? Ah non, je peux pas vous le donner. Et du coup, pour le moment, ça n'a posé de problème à personne. Et quand nous avons fait un réquisitoire supplétif en disant quand même, on voudrait bien savoir où sont ses armes, etc. Au moment où notre avocat a déposé son réquisitoire, quelque chose d'assez amusant qui s'est produit. Monsieur Benalla a directement ramené ses armes à la justice. Les armes qu'il disait posséder, parce qu'on ne sait pas s'il y avait d'autres armes ou d'autres affaires, finalement, on doit lui faire confiance sur parole. Il y a beaucoup de délinquants criminels qui seraient heureux que la police les croie sur parole, quand ils racontent quelque chose, ou qu'ils disent: je vous promets, avec ça. Pour M. Benalla, donc ça se passe comme ça. Et au même moment, il rapportait ses armes. Au niveau, je crois que c'était à l'Assemblée nationale ou au Sénat, enfin une de des commissions d'enquête parlementaire ou sénatoriale. Il y avait le chef du GSP, du groupement de protection du président de la République. Je crois que c'était à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Enfin, un élu de la République lui pose la question. Il dit: est-ce que M. Benalla avait des armes du GSPR, donc le groupement de protection? Et il dit: c'est impossible parce qu'au GSPR, nous avons telle arme, telle arme, telle arme. Et M. Benalla n'a sûrement pas ça. Bon, pas de chance, au même moment où il faisait ses déclarations, M. Benalla a rapporté une arme qui correspondait aux descriptions des armes du GSPR. Et depuis, on ne sait pas si cette arme est une arme administrative, une arme qu'il a achetée à côté, et on n'en a pas la moindre idée. D'ailleurs, son port d'arme reste complètement dans le flou, parce qu'il dit: je l'ai demandé à titre personnel, mais c'était pour... D'autre côté, on dit que c'était pour la protection du président. Donc il y a tout un flou dans cette histoire. Après, également... en tant que partie civile, nous n'avons pas eu accès au dossier pendant un moment à cause des fuites dans la presse. Et à partir du moment où ça s'est posé, M. Benalla est auditionné. Donc l'audition de M. Benalla, nous ne l'avons pas vu faute d'accès au dossier. Donc on ne peut pas avoir fait fuiter quoi que ce soit, mais nous découvrons dans Le Monde l'audition de M. Benalla. Du coup, donc on se dit que finalement, pourquoi on restreint aux parties civiles l'accès au dossier alors que finalement les fuites ne viennent pas de nous en fait. On respecte le secret de la procédure. Donc il y a tous ces problèmes et le Canard enchaîné avait remarqué une coïncidence. Donc là, ça engage le Canard enchaîné et ses journalistes qui sont en général bien renseignés. Ils disent: c'est quand même curieux, le procureur en charge du dossier, M. Molins, était en attente de sa promotion, de devenir procureur général auprès de la Cour de cassation. Donc peut-être qu'il y a eu des choses dans l'enquête qui n'ont pas été faites correctement. Voilà, et tous les protagonistes de cette histoire, M. Gibelin qui a menti devant la commission parlementaire, du coup, devant l'Assemblée nationale. Il s'est rétracté le lendemain en rétropédalant. Disons qu'il s'était peut-être Il s'est trompé. trompé, il avait mal compris la question de plusieurs députés en demandant: est-ce que vous avez vu M. Benalla ou est-ce que M. Benalla a travaillé? Et il a dit... C'était pas un mensonge. Il a dit: je me suis trompé. Le problème, c'est quand on réécoute les auditions, il y a plusieurs personnes qui lui posent la question, il n'y a pas de bruit à ce moment-là, c'est répété plusieurs fois, et du coup, le lendemain, il rétropédale. Et la collègue qui lui a dit ça, son adjointe, et lui-même ont été récompensés d'une médaille dans l'ordre du mérite au mois de novembre. Donc, après, des hasards sûrement. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le chef du GSPR, qui parle également, est passé général sur ordre de Macron une semaine après avoir fait ses déclarations au Sénat. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des promotions dans ce dossier. Et les gens qui sont partie civile dans le dossier, on n'a pas de promotion. Nous, on a des bâtons dans les roues, on ne donne accès à rien. Alors qu'on voudrait juste une chose, en fait, c'est que on a posé des questions. Pourquoi question simple pour l'intérêt de la police. L'Élysée savait dès le 1er mai au soir que M. Benalla était pas policier et qu'il avait commis des violences sur la voie publique. Cette vidéo avait fait le buzz. On ne parle pas d'une vidéo confidentielle vue à 300 vues, mais une vidéo qui avait le buzz. Et à l'heure actuelle, nos collègues sont attaqués en disant: vous êtes des salauds, vous faites des violences policières. Cette vidéo qui a fait le buzz, l'Élysée aurait pu dire: non, c'est pas une violence policière, c'est une violence d'un de nos personnels, on s'excuse et l'histoire en reste là. Non, ils n'ont pas eu de sanction, donc il y a 2 poids 2 mesures. Enfin, ils ont dit qu'ils l'ont sanctionné de 15 jours de mise à pied, qu'ils diraient qu'il lui enlèverait les 15 jours de salaire à la fin quand il aurait son solde de tout compte. Donc il a eu 15 jours de vacances. Et un an avant, quelqu'un qui usurpait une qualité de policier a été jugé dans l'Est à plusieurs mois de prison, 10 ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique et interdiction de port d'armes. Voilà, à vie. Donc les 2 poids 2 mesures, c'est pas la même chose. Également, toute personne qui est dans la fonction publique à connaissance d'une infraction doit saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, en disant: j'ai connaissance d'une infraction, maintenant à vous de juger ce que vous allez en faire. Et toutes les personnes qui ont été auditionnées, donc on peut vérifier sur Internet, on dit: ah, on pensait que quelqu'un d'autre allait saisir le procureur. Donc nous ne l'avons pas fait. Le problème, c'est que le procureur a dû être saisi 10 fois en fait. On ne doit pas se dire se défausser sur son voisin, c'est chaque personne qui est au courant doit dénoncer le fait fautif. Et Donc, s'il ne le dénonce pas, c'est quoi? si c'est un délit, il risque pas grand-chose. Et si c'est un crime, donc c'est là aussi la qualification va être importante, il y a une sanction que je ne connais pas par cœur. Et par contre, ce qui est amusant, c'est que pour les passeports de M. Benalla, donc, qui est à l'heure actuelle qui nous concerne moins, mais par contre, procéduralement, ça nous intéresse, c'est que là, pour le coup, l'Élysée a saisi le procureur.
Et par contre, quand M. Bas, président de la commission, a posé la question à M. Strosda, lors de l'audition très récente, il dit, vous êtes donc, oui, j'ai saisi le procureur, Monsieur le Président lui pose la question, vous l'avez saisi quand? Hier. Mais cette fois-ci, ils ont saisi le procureur. Donc on se dit que là, bon, pour les passeports, il y a peut-être quelque chose, ils peuvent incriminer que M. Benalla, et on a peur que de l'autre côté, les dénonciations n'aient pas été faites parce que ça pouvait cacher plus de choses. D'ailleurs, il y a une autre partie qui avait été par le général Biofarina, qui également travaillé à l'Élysée au commandement militaire. Il avait dit que M. Benalla et M. Kras étaient en charge d'avoir une petite garde de 30 personnes qui devaient travailler. C'est ce qu'il avait demandé. Ils n'avaient pas eu les effectifs. Ils n'en avaient eu que 15 et de gendarmes réservistes en dehors de cadre légal. Parce que normalement, effectivement, il doit y avoir des enquêtes parce que c'est des fonctionnaires qui font le travail et ça posait des problèmes de fonctionnement à nos collègues policiers qui assuraient la protection du président. Donc pour le moment, ça aussi, ils n'ont pas beaucoup apprécié. Nous avons essayé de relancer les conseillers du président par message téléphonique, WhatsApp ou SMS, en leur disant, nous écoutez, c'est pas M. Benalla sera jugé, nous ce qu'on voudrait par contre, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur la réforme des institutions pour pas que ça puisse se reproduire. Donc on vous propose de dire, entre guillemets, qu'on travaille ensemble, on n'a rien contre vous spécialement, et pour le moment, nous n'avons aucune réponse, sauf une réponse amusante de Madame Sibès Ndiaye. Elle a dû oublier de ne pas voir qui c'est qui lui a envoyé le message, elle m'a dit « Je suis en réunion, je vous rappelle », c'était il y a 2 mois. Bon, ça commence bien. On va s'attarder sur les gilets jaunes et les violences policières. Vous venez de me décrire l'IGPN comme un peu bancal. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire correctement leur travail sur les gilets jaunes? Je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle, des collègues honnêtes qui veulent faire leur travail, qui sont en général pas forts. Plein des flics honnêtes. Honnête, mais l'IGPN, c'est quand même une profession particulière. Voilà, on n'y arrive pas par hasard et le recrutement est fait sur CV. Donc, j'allais dire, ceux qui dirigent cette institution et ce service choisissent leurs collaborateurs. Ils choisissent sur des bons états de service, ils les choisissent comment? Je ne pourrais pas dire. Par contre, après, je pense qu'ils choisissent des gens qui doivent aller, j'imagine, qui doivent aller dans leur sens ou qui doivent aider à prendre les bonnes décisions qui arrangent le pouvoir en place. L'intérêt général. Pas l'intérêt général forcément, c'est ce que je disais, c'est qu'on sacrifie des gens quand il y a besoin, on sauve des gens quand il y a besoin, et à partir d'un certain niveau de hiérarchie, si jamais on est dans les petits papiers, on n'est pas embêté. Donc sur les gilets jaunes, donc nous on a toujours soutenu le mouvement depuis le début sur les revendications sur le pouvoir d'achat, on a toujours fait la distinction entre les gilets jaunes et les éléments infiltrés à l'intérieur, délinquants et criminels, quelles que soient les raisons, avec une particularité sur le mouvement des gilets jaunes qu'on n'a pas vu depuis des années en France, c'est que nous avons des pilleurs qui viennent en fin de manifestation qu'on n'avait pas vu depuis M. Sarkozy, les lois CPE et retraite. Nous avons des blocs identitaires qu'on n'avait pas vu depuis les manifestations pour la manif pour tous. Et nous avons des black blocs que nous avions encore vus récemment sur les manifestations loi travail. Mais d'habitude, aucun de ces groupes de délinquants et de criminels n'était sur les mêmes manifestations. Là, nous avons tous ces gens qui viennent en plus perturber les manifestations. Ensuite, sur les gilets jaunes, donc il y a des enquêtes en cours, effectivement, sur les types de violences policières. Mais après, est-ce que les bonnes questions vont être posées? C'est toujours quoi les bonnes questions? Les bonnes questions, c'est, il y a des collègues, donc on va parler du cas le plus simple. Un collègue a commis une faute professionnelle, sciemment, intentionnellement, pas intentionnellement, quelle que soit la raison, il a commis une faute personnelle, il a tiré dans la tête volontairement. Donc là, les sanctions vont tomber et puis il y aura sans doute des suites pénales. Après, il y a la deuxième chose qui est, donc ça c'est l'épiphénomène dans toute profession, malheureusement, il y a des brebis galeuses, c'est pas que dans la police, c'est répandu dans toute... Nous sommes des êtres humains, j'allais dire. Après, il y a la deuxième chose, c'est qu'on nous dit souvent, pourquoi vous ne refusez pas des ordres illégaux? Dire, moi je veux bien, mais encore faut-il savoir que l'ordre est illégal. Sur un maintien de l'ordre, nos collègues, en fait, ne peuvent pas travailler d'initiative personnelle. Ils n'agissent que sur ordre. C'est-à-dire qu'on leur dit, là, à tel endroit, vous tirez des grenades. À tel endroit, vous utilisez maintenant les LBD pour disperser les gens. À tel endroit, vous faites ci, vous faites ça. Donc à partir de là, les seuls qui ont une vision d'ensemble de la situation, c'est ceux qui sont dans la salle de commandement. Je vais donner un exemple, je ne sais plus si c'était le 1er ou le 8 décembre, sur une des manifestations Gilets jaunes à Paris. Des Gilets jaunes sont allés voir nos collègues CRS et des compagnies d'intervention pour sortir de la place de l'Étoile. En disant, on voudrait sortir, on s'en va, on a compris qu'on n'est pas les bienvenus, on ne veut pas prendre de coups. Nos collègues leur ont dit de toute bonne foi, écoutez, il y a forcément une rue par ici, pour que vous puissiez sortir, on ne va pas vous nasser, si les gens veulent partir, c'est tout notre intérêt que vous puissiez partir. Les gens ont fait le tour de la place. Et partout, en fait, ils ont eu la réponse, non, il n'y a pas de sortie. Les mêmes réponses. Et au final, pas de sortie. Nos collègues sur le terrain sont de bonne foi. Ils pensent réellement qu'il y a une sortie, que les gens ne sont pas nassés. Les seuls qui savent que la place de l'Étoile est nassée, c'est ceux qui sont dans la salle de commandement. Donc, dans la salle de commandement, il y a le préfet de police, les directeurs, M. Gibelin, qui par exemple, nous avons parlé tout à l'heure dans l'affaire Benalla, qui a eu une jolie médaille
de l'ordre du mérite. Et nous avons des fois M. Castaner ou le ministre de l'Intérieur, donc là pour le coup M. Castaner, qui vient faire un tour parce que c'est sur Paris. Donc les ordres viennent de là-haut. Après, tout l'état-major et les opérateurs radio qui transmettent les ordres à droite à gauche. Donc il y a ce problème-là que les gens ne savent pas en fait. Et quand il y a des gens qui déposent plainte en disant moi j'ai été blessé, moi j'ai été nassé, moi j'ai pris ça, ils oublient de dire qu'en fait il y a des gens là-haut qui manipulent tout le monde et qui sont jamais inquiétés. Parce que justement, on les oublie dans les procédures. Donc tant que ces gens-là n'auront pas changé, on sacrifiera des policiers qui auront essayé de faire leur travail en conscience, qui n'auront pas eu conscience de faire un acte illégal. Il y aura en face des personnes qui seront blessées ou mutilées parce que nous avons reçu des ordres qu'on pensait légaux sur le moment où on les a reçus, parce que nous n'avons pas une vision d'ensemble de la situation. La deuxième chose également, c'est qu'on parle beaucoup du LBD en ce moment. La question est, est-ce qu'il faut l'interdire, pas l'interdire? Et des GLI F4? Les GLI F4 également, on en parle. Le GLI F4, je suis moins spécialiste. Voilà. Après, effectivement, il y a un détonateur qui peut poser problème. Donc, je ne rentrerai pas sur cet armement parce que je n'ai pas les éléments techniques pour en parler. Sur le LBD? Sur le LBD, par contre, je me suis renseigné du coup auprès de collègues armuriers, etc. Ça, j'ai eu les éléments. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a un collègue qui est dans l'équipe de tir nationale police. Et il nous a dit, c'était en 2016, il avait été choqué. Il a dit, j'ai pris le LBD, donc qui est plus précis que le flashball. Ça, il n'y a pas de souci. Le flashball était encore moins précis. Il dit, je suis à l'entraînement. Il est en CRS. Il a dit, écoutez, moi, j'ai dans au stand de tir, donc au calme, je prends la première balle à l'entraînement LBD, je tire, je vise le torse. La balle part pleine tête. Il tire les autres, il corrige, il réajuste et les autres filent dans le torse. Maintenant, il me dit, le problème, c'est qu'imagine un collègue sur le terrain, qui n'est pas dans la situation du stand. J'ouvre une parenthèse. Ouais. Le problème de trajectoire de la balle, ça vient quoi? Ça vient du viseur point rouge? Ça vient qu'il n'y ait pas de filetage dans le canon? Ça vient de quoi? Pour qu'une arme soit précise, plus le canon est long, plus l'arme est précise. Le LBD n'a pas forcément les canons les plus longs. Et après, il y a toujours un petit réglage sur l'arme pour l'ajuster à sa vue. En fait, suivant les personnes, il y aura toujours un petit décalage qui peut poser problème. On parle de la ligne de mire notamment ou des choses comme ça sur les armes. Point rouge. Là, il y a le point rouge avec l'alignement. Après, il y a le point rouge, on n'y touche pas. Hein. Il est scellé, il n'y a pas de problème d'ajustement. Après, il y a de la distance de tir qui n'est pas forcément la même. Il suffit qu'il y ait un peu de vent, il suffit qu'il y ait il suffit qu'il y ait des éléments extérieurs. Si on est dans un stand de tir fermé sans aucune perturbation extérieure, ça va directement. Le problème, c'est qu'on ne tire jamais dans un stand de tir sans aucune perturbation extérieure. Donc à ce moment-là, il y a toujours les éléments extérieurs, donc soit par exemple un peu de vent, les gens sont en mouvement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur un élément de manifestation. En connaissance de cause depuis 2016 ? Alors, j'ai pas fini sur 2016, parce que la connaissance de cause est pire que ça. C'est qu'en fait, à ce moment-là, pour avoir l'habilitation LBD, nos collègues tiraient 5 balles tous les 2 ans. Et pour avoir l'habilitation, ils devaient mettre 3 des 5 balles. Ça veut dire qu'il y avait 2 balles d'essai comme ça, et les 3 autres, ils devaient les mettre dans la cible, dans le torse ou dans les jambes. Et avec ça, ils sont habilités pour 2 ans. Ils ne touchent plus l'arme pendant 2 ans. À l'époque, nous avions saisi le directeur général en disant c'est complètement scandaleux et aberrant d'avoir une arme où on tire tous les 2 ans. Un mois plus tard, nous avons été sidérés qu'en fait, ils ont dit bon, pour des raisons d'économie, ce sera tous les 3 ans. C'est-à-dire qu'un collègue à l'heure actuelle qui est équipé d'un LBD ne peut pas, sans avoir touché l'arme pendant 2 ans et 11 mois, par notre administration, est considéré comme un tireur d'élite de cette arme. Donc ça pose un sérieux problème parce que, en dehors de tout ça, le contexte utilisé en manifestation n'a rien à voir avec le contexte du stand de tir. Et donc nous avons récemment notre directeur général, M. Morvan, qui a rappelé les règles avec grand renfort de presse en disant j'ai dit aux policiers qu'on ne tirait pas. Les règles d'engagement, on ne tire pas dans la tête, on tire dans le torse ou dans les jambes, etc. L'impression que nous avons eue, c'est que cette chose-là n'a qu'un seul but. Le dédouaner, lui, de ses responsabilités, surtout qu'il y a des procédures en cours, qu'on ne puisse pas le porter plainte pour le manque de formation qu'il a pu donner aux personnes ou un armement qui a été déployé à des moments où il n'y avait pas besoin de le déployer. La dernière chose également, c'est qu'il y a des collègues qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre également, donc notamment les BAC et d'autres services de commissariat, qui sont envoyés dans du maintien de l'ordre sans avoir les formations adéquates. Ceux qui sont cagoulés en mode avec des casques de moto, souvent, qui un peu comme les petits Indiens, non ? Et ceux qui arrivent en casque de moto, enfin souvent des collègues des BAC ou de la BRI, et des fois des collègues de commissariat. Alors eux, ça dépend, ils sont soit équipés en civil comme ils peuvent, avec des casques de vélo, des casques de moto. Des fois, on leur donne un casque et un bouclier, il ressemble à un CRS ou à une compagnie d'intervention, mais sans les formations qui vont avec. C'est-à-dire qu'en plus de ne pas forcément avoir une formation de bonne qualité au LBD, en plus ils n'ont pas les formations du contexte d'intervention du maintien de l'ordre. Une BAC est très performante pour aller arrêter des criminels et des délinquants, du trafic de stupes et tout ce qu'on veut dans ce côté-là. Là, ils sont excellents et on peut que saluer leur travail. Et sur les maintiens de l'ordre, c'est plus compliqué parce que ils apprennent sur le tas, malheureusement. Donc il y a tout ce contexte-là que les gens n'ont pas forcément, pas d'initiative, les formations pas forcément adéquates, des unités pas forcément déployées sur des théâtres d'opération
où elles ont les formations. Et ce que je dis, évidemment, il y a toujours quelques exceptions qui sont des gens qui n'ont rien à faire dans la police et qui utilisent leurs armes à mauvais escient. Alors, on nous a envoyé un tweet de votre de syndicat, Vigie Île-de-France, arrobas Vigie Île-de-France, qui date du 3 décembre à 3h44. Alors, je demande petite expertise, est-ce que c'est un vrai tweet ou pas un vrai tweet? J'ai pas été vérifié, j'ai juste pris une capture de ce qu'on nous a envoyé. Je lis le tweet. Vigie souhaite une évolution de la doctrine d'emploi des CRS, avec plus de mobilité des forces de l'ordre, avec l'emploi de nouveaux moyens lacrymogènes de type paperball et l'utilisation de gomme-cogne en calibre 12, ainsi que l'utilisation généralisée sur des émeutiers des GLI. @Nunes Laurent. Alors, donc nous sommes une fédération, nous avons des syndicats. Donc ce tweet, non, mais je le connais très bien, c'est le tweet de notre syndicat Île-de-France. Donc savoir qu'une fédération, chaque syndicat est indépendant. Après, ce tweet n'a pas forcément été bien compris par tout le monde. Les paperballs, donc on a demandé l'explication à notre collègue qui a fait cette déclaration sur un plateau de télé. Les paperballs sont tirés par des armes à air comprimé et sont des bombes à poivre. Donc, ce qui permet de cibler les personnes une par une, les faire pleurer, et c'est un effet moins généralisé. Pour le reste des armes, il ne parle pas des manifestants pacifiques à dégager à coups de glyphes, etc. Il parle d'émeutiers, donc de personnes qui viennent avec des armes, c'est-à-dire des pavés, des cocktails Molotov qui viennent pour tuer. Et ces gens-là, effectivement, ils ne proposent pas de leur tirer dessus comme certains syndicats ou de leur envoyer l'armée, ils proposent d'avoir des armes entre les deux qui permettent de lutter efficacement contre ces personnes. Qui mutilent. Qui peuvent mutiler, mais en face, c'est des gens qui veulent nous tuer. Donc là, pour le coup, on ne parle pas, bien sûr, des gilets jaunes. Il parle d'émeutiers, qui est un acte délictuel, voire criminel, avec des gens qui jettent des pavés, qui jettent des cocktails Molotov. Nous, demain, pourquoi pas prendre un FAMAS direct? Le FAMAS direct, là, ça tue, du coup. C'est pas la même chose. Donc, en fait, les gens, il faut une... Je me fais l'avocat du diable. Non, l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a encore la chance d'avoir une graduation dans la réponse aux menaces qu'on subit. Le pavé peut tuer, très bien. Bon, il peut aussi mutiler. Par contre, les chances qu'il tue quelqu'un sont quand même assez limitées finalement par rapport à quelqu'un qui nous sortirait une Kalachnikov sur un attentat terroriste ou quelque chose comme ça. Donc la riposte au FAMAS ne serait pas proportionnée par rapport au droit français. Par contre, une glyphe ou des armes plus intermédiaires, mais qui sont plus violentes, effectivement, c'est des armes plus violentes qu'un canon à eau ou des choses comme ça, mais on parle de gens qui sont émeutiers, criminels, etc., et qui pas du tout pour disperser une fin de manifestation où des gens veulent rester attroupés, où un canon à eau peut suffire, ou de temps en temps, même, il y a certaines manifestations, il y a quelques années, je pense à ça, où il y avait un sitting au milieu d'une rue, les CRS ont poussé les manifestants en les portant un par un. Donc il y a aussi la façon d'utiliser les personnels de la police nationale qui est très importante. On est capable de pousser une manifestation en portant les gens, et on est capable effectivement de recevoir des ordres plus violents. Les ordres, je parle sous votre contrôle. Les ordres qui ont été donnés, c'est une répression ferme, c'est quoi? Parce que des vidéos, on en a vu des kilomètres, et on a vu des kilomètres avec des pauvres gens qui se font quand même bien matraquer la gueule pour pas grand-chose. La dernière en date, c'est une femme avec un casque orange qui se fait traîner par ce qui semblerait être des baqueux, et elle se prend un coup de matraque derrière la tête. Et ensuite, elle se fait traîner en première ligne comme un sac à patates. On a vu la même. On a vu la même. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ordonné, c'est un réfractaire, c'est quelqu'un qui quoi? J'ai pas les éléments de détail de cette situation, à part que la conclusion, on ne frappe pas quelqu'un, le coup de matraque n'était pas du tout professionnel et n'était pas réglementaire, on ne frappe pas quelqu'un derrière la nuque, ça peut tuer une personne, le coup du lapin, surtout que la personne était déjà maîtrisée par d'autres collègues qui la traînaient. Donc la traîner comme un sac à patates, elle était dans un périmètre sécurisé, de ce que je vois de la vidéo. Donc elle n'a pas voulu partir, elle est restée au milieu, même si elle ne faisait rien. Nos collègues ont dit, vous passez derrière le cordon de sécurité, on ne peut pas prendre le risque d'avoir quelqu'un dans notre dos, on ne sait pas qui c'est. Donc le fait qu'elle soit portée comme un sac à patates, finalement, ça c'est les gestes. Nos collègues ne sont pas forcément formés au maintien de l'ordre, où des fois la personne se débat et l'essentiel c'est de la pousser. Le coup de matraque, par contre, n'est pas professionnel et aurait pu être dangereux dans une situation maîtrisée par deux autres collègues qui étaient en train de pousser cette personne. Là, donc, il y a des collègues qui commettent des fautes. La deuxième chose aussi en France qu'il faut savoir, et ça on se bat pour qu'il y ait un changement de doctrine d'emploi sur le maintien de l'ordre, chez nous c'est d'aller à la confrontation en ce moment, d'utiliser la force et de voir qui c'est qui a les plus gros bras. Bon voilà, M. Castaner l'a encore rappelé dans toutes ses déclarations, il met carrément de l'huile sur le feu, voire plus, en disant par exemple la dernière fois, écoutez, tout manifestant qui ira sur une manifestation sera complice des casseurs, et donc du coup pourra être sanctionné également. Nous, ce qu'on privilégierait, c'est une désescalade des violences, comme des techniques de maintien de l'ordre, comme en Allemagne ou dans les pays du Nord, où ils n'ont pas une gestion de la foule, parce qu'avec une gestion de la foule, il y a forcément des dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'on va toucher
les criminels et délinquants, mais il y aura des personnes à côté qui n'ont rien demandé, qui n'auront pas forcément entendu les sommations, qui n'auront pas tout vu, puisque c'est compliqué également dans une manifestation, qui seront touchées. Ces personnes-là, après, peuvent se radicaliser en se disant « je vais me venger », ou alors des enfants, tout ça. Finalement, vont s'en prendre aux policiers. Les policiers se diront bah, « attendez, nous, ils nous agressent de plus en plus, donc quand on va nous lâcher, on va répondre de façon plus virulente », et on a une escalade de la violence. Dans les pays comme l'Allemagne, c'est un choix de désescalade de la violence qu'ils emploient depuis plusieurs années, qui dit bah, on va faire cibler individuellement les personnes qui posent problème. On va arrêter de gérer une foule. On va avoir des gens dans la manifestation qui seront identifiés clairement comme policiers, qui expliquent ce que fait la police, pourquoi les CRS font ça. Enfin, chez eux, ce n'est pas des CRS, mais des unités de maintien de l'ordre qui sont l'équivalent de chez nous, qui disent aux gens là, va falloir vous pousser. Et avec ce dialogue, en fait, ce lien entre les policiers et les manifestants, ça permet de calmer les choses. Et en général, en Allemagne, les manifestants même disent bah là, il y a des perturbateurs qui n'ont rien à voir avec nous. On va se pousser de nous-mêmes pour que bah, vous puissiez faire votre travail et que nous, on puisse manifester tranquillement. Donc nous, c'est ce qu'on aimerait qu'il soit privilégié. Et à partir de là, si la doctrine de façon générale change, bah, peut-être que par exemple, tout simplement, la question du LBD ou des armes intermédiaires ne se posera plus, qu'il n'y aura plus besoin de les utiliser. Donc en fait, c'est aussi un choix politique de comment on utilise les forces de l'ordre, quelle doctrine d'emploi on veut leur donner. Donc là, la doctrine, c'est la confrontation. Ils nous préféraient une désescalade pour qu'il y ait moins de tensions, moins de blessés. Et un de nos collègues CRS disait en rigolant, c'est bah, moi, une manifestation qui se passe bien, c'est quand j'ai pu la regarder défiler devant moi, posée sur le bouclier, parce que si je n'interviens pas, je suis sûr de rentrer chez moi parce que j'ai une famille. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du calibre 7,60 combien? C'est le 7,62 pour le maintien de l'ordre? Pas à mon avis ce que c'est comme calibre, je ne suis pas spécialiste en armement. Genre sniper. Sniper, alors il y a sniper, si on parle des collègues qui sont sur les toits, donc ça il y a des collègues qui ont été déployés sur les toits avec des armes longues, sniper justement, avec des gens avec des jumelles. 7,65 peut-être, pardon. Bon, je ne pourrais pas dire le type d'arme, moi si on me dit une arme de tireur d'élite sur un toit, ça je sais qu'ils ont été déployés. C'est une chose qui semble assez logique dans le contexte actuel, parce que nous sommes dans un contexte d'attentat, et là pour le coup ces armes sont très précises, peuvent tirer à une bonne... les tireurs qui sont à l'entraînement sont capables de tirer à 1 ou 2 km de façon très précise dans une pièce de monnaie d'1 €. J'attends de voir ça en France. Hein. Non, mais à l'entraînement, ils sont capables de le faire, donc pour les avoir eu dans certaines unités spécialisées. Et donc, ce qui permet que si jamais il y a une menace terroriste, quelqu'un qui est un fou furieux, qui profite d'une manifestation pour faire un attentat, et la personne peut être neutralisée en quelques secondes, en fait, dès qu'elle est vue. Donc, ça semble assez logique pour le côté Ils antiterroriste. s'entraînent avec combien de balles par an, ces gens-là? 3, 4, 5 ils ont un entendement comment? Les tireurs d'élite ont plus d'entraînement. On ne sait jamais si... Non, pour le coup, il y en a qui ont des si budgets... la cible bouge, s'il y a un peu de vent... Parce qu'un headshot au sniper, quand même, ça laisse des traces. On est d'accord, et en plus, ils sont entraînés à tirer dans la tête, pour le coup, là, les snipers, pour neutraliser si la personne a une ceinture d'explosifs, que ça ne fasse pas exploser la personne et qu'il y ait quand même des dommages collatéraux de personnes innocentes. Donc du coup, les formations, ils sont beaucoup plus formés, ils ont des cartouches en plus grand nombre, pour les raisons assez évidentes. Combien? Vous savez pas? Je n'ai pas la moindre idée. Si j'avais eu la question, j'aurais interrogé mes collègues qui sont dans le domaine. Je sais que par exemple les unités comme le RAID peuvent s'entraîner régulièrement avec quasiment des cartouches illimitées parce qu'ils interviennent que sur des situations les plus dangereuses et les plus en pointe en crise. Donc jusque-là, cela semble logique qu'ils soient déployés pour justement à la fois protéger la manifestation, nos collègues, et puis les riverains, parce que nous sommes toujours en alerte attentat maximum. Question d'Internet, est-ce qu'en tant que syndicaliste, ils ne cherchent pas juste à dénoncer la hiérarchie et à protéger les fonctionnaires qu'ils représentent? Non, c'est pas le but du jeu. Il y a certaines personnes de hiérarchie qui font très bien leur travail. Le problème, c'est ce qu'on dit, c'est quand on peut citer le nombre de commissaires qui ont notre estime et qui ont le respect de leurs hommes et des femmes sous leurs ordres parce que bah, c'est des flics et pas des gestionnaires. On les défend, on sera les premiers à les défendre. Après, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des brebis galeuses. On est les premiers à dire bah, quand il y a quelqu'un qui commet une faute personnelle et qui l'a fait sciemment, on ne le défendra pas, parce qu'on pense qu'il faut qu'une police républicaine doit être propre et que ça jette l'opprobre sur tous nos collègues en fait. Et ça complique le travail de tous les autres avec des agressions qui peuvent arriver parce qu'un de nos collègues n'a pas respecté l'uniforme qu'il porte. Là, c'est pas que un, là, quand même. Là, on a vu des vidéos quand même avec des mecs dans des restaurants, à terre, se protéger de coups de matraque alors qu'ils étaient à terre, ensuite repartir en rang, se reprendre des coups de matraque, façon un petit peu... Alors, c'est ce qu'on a dit. Alors, il y a une chose importante à savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne sais plus quel sociologue avait dit ça, qui travaille sur le maintien de l'ordre, il avait dit les images sont beaucoup plus diffusées qu'avant. Le niveau de violence n'a pas forcément augmenté. Par contre, les gens sont moins tolérants à la violence, ce qui semble assez normal. Et les vidéos tournent de beaucoup plus. Et c'est en général les vidéos qui font le buzz, donc elles tournent régulièrement. Donc sur toutes les vidéos qu'on a pu voir,
imaginons, je n'ai pas fait le détail, mais imaginons qu'il y a une centaine de collègues qui ont pu déraper, qui ont commis des actes qu'ils n'auraient pas dû commettre et qui ont fait des fautes professionnelles. En général, c'est ceux-là en plus qui sont poursuivis par l'IGPN à l'heure actuelle. Il y a une centaine de dossiers de mémoire qui sont suivis. Ça fait pas beaucoup sur 80 000 déployés tous les week-ends. C'est ce que j'allais dire. Sur le nombre proportionnel, si on fait un pourcentage, effectivement, une centaine, ça peut paraître énorme. Sur le nombre de fonctionnaires déployés, ça ne fait pas grand-chose, en fait. Donc, en fait, si on garde un ratio, la bonne nouvelle, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que ça veut dire qu'il y a 79 900 fonctionnaires qui ont bien fait leur travail. Donc, en fait, oui. Ou qui ne se sont pas fait filmer. À l'heure actuelle, tout le monde est à peu près filmé. Il y a toujours des images dans tous les sens. Il y a des vidéos qui ressortent. Donc, c'est très compliqué de ne pas être filmé. D'autant plus qu'on le rappelle régulièrement, un policier peut être filmé. Il n'a pas le droit d'être interdit d'être filmé sur la voie publique. Il y a des notes de service qui le rappellent. Et ça nous semble assez normal. Et pour une fois, M. Castaner a pris une mesure, ou M. Nunez, je ne sais plus qui a fait la déclaration. Il a dit que tous les tirs de LBD tous nos collègues équipés de LBD seraient équipés de caméras personnelles pour filmer les interventions. Ce qui nous semble être une bonne idée, ce qui permettrait d'arbitrer les tirs. C'est ce qu'ils avaient fait sur les tasers. À chaque fois qu'un taser tirait, une caméra se déclenchait pour qu'on puisse analyser le tir a posteriori. Donc on pense que c'est une bonne idée. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on demande la généralisation des caméras piétons pour tous nos collègues. À l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi, mais ça n'arrive pas, parce que ça permettrait, dans tous les cas, de faire la lumière sur une situation, en disant voilà ce qui s'est passé, filmé par les policiers, la scène de A à Z. Maintenant, voilà, vous pouvez prendre les sanctions ou pas, mais on a des éléments très objectifs, plus toutes les vidéos qui tourneraient de toute façon, qui permettraient d'avoir d'autres éclairages et d'autres points de vue. Et ça, curieusement, ça n'arrive pas. Donc pour une fois, on peut saluer une décision de notre ministre de proposer des caméras personnelles, donc on espère qu'il va tenir parole. Est-ce que les CRS ou est-ce que la police reçoit des ordres pour viser les journalistes ? Nous n'avons pas eu, nous, les preuves de ça. Nous avons eu des échos. On a un collègue syndicaliste d'un autre syndicat qui a fait la déclaration que, donc ça n'engage ses propos, j'imagine qu'il a les preuves par rapport à ses déclarations sur un plateau télé. Un autre syndicat France Police, qui avait fait la déclaration sur le média RT. Et il avait dit, oui, nous avons reçu des ordres de faire des tirs tendus et de tirer des fois dans la tête. Donc voilà. C'est grave. C'est très grave et c'est ce qu'on dit. Donc après, nous, on avait eu des échos de ça sans les preuves. Donc sans preuves, nous ne nous permettons pas d'attaquer l'administration parce qu'on sait qu'il y a toujours un retour de bâton et qu'il faut prouver les choses. Mais ce syndicaliste l'a fait, donc on imagine qu'il a les éléments pour assurer ce qu'il a dit. Et donc c'est possible. Il n'a pas précisé pour les journalistes. Mais je sais que je vais donner un exemple qui n'est pas sur les manifestations Gilets jaunes, mais que notre directeur général de la police nationale, quand un journaliste lui déplaît, il appelle la direction du journal ou des médias pour demander de virer le journaliste. Pour le moment, bonne nouvelle, les journalistes qui ont eu ces pressions, leur direction ne les a pas virés. Question d'Internet. On dit force de l'ordre ou gardien de la paix ? On dit vidéosurveillance ou vidéoprotection ? Alors nous nous battons pour qu'on redevienne des gardiens de la paix, parce que pour le moment on parle de force de l'ordre. Force de l'ordre, on l'utilise également, c'est un côté pratique, parce que ça regroupe également les gendarmes et différentes unités d'intervention, alors que gardien de la paix, ça regroupe dans l'appellation que les policiers, en fait, qui étaient gardiens de la paix, officiers de paix, etc. Nous voudrions bien revenir là-dessus, parce que c'est un glissement sémantique qui est très dangereux. Ça veut dire souvent beaucoup de choses, le glissement sémantique. Et d'ailleurs, l'année dernière, la campagne de recrutement de la police nationale avait été « Devenez gardien de notre paix ». Et nous, on avait posé « Mais la paix de qui ?» La paix, c'est général. La paix, notre paix, ça signifie que tout le monde n'en bénéficie pas. Donc ça nous avait interrogé. Donc la question est une question sémantique très intéressante. Et nous nous battons pour revenir des gardiens de la paix, c'est-à-dire assurer que tout le monde puisse manifester pacifiquement, la sécurité des gens, et en fait est au service du peuple, en fait. Autre question d'Internet. Peut-il nous expliquer clairement, en vulgarisant, comment se passe la chaîne de commandement des forces de l'ordre en manif ? C'est très compliqué. C'est en tuyau d'orgue. Chaque unité il y a une salle de commandement qui gère normalement et qui chapeaute tout. Et ensuite, chaque direction donne les ordres à ses unités. Donc, par exemple, je vais prendre sur Paris. Nous avons la DOPC, c'est la direction de l'ordre public, qui gère les compagnies d'intervention. Nous avons la DESPAP, celle qui gère les commissariats, donc qui va donner les ordres au BAC. Nous avons des fois la police judiciaire avec la BRI. Nous avons la direction des CRS qui donne les ordres aux CRS. Et normalement, tout doit être coordonné à la salle de commandement en disant vous allez faire ça, vous allez faire ça, avec un plan qui est fait en amont en disant on va disposer les unités comme ça, voilà la stratégie générale. Après, sur place, ça peut être le chaos, notamment où l'Arc de Triomphe a été tagué, nos collègues ont été mis en difficulté sur l'Arc de Triomphe. Je donne cet exemple parce que c'est assez parlant. Il y avait une compagnie de CRS et une compagnie d'intervention. Donc, une unité qui était dirigée par la direction des CRS, une unité qui est dirigée par la DOPC. Nos collègues, ils se soutenaient mutuellement. Si une des unités partait, la deuxième allait forcément se faire prendre à revers. Les CRS ont reçu l'ordre de partir.
ils reçoivent sur les ondes, quittez votre position. Ils se retournent vers les collègues de la compagnie d'intervention, et vous, nous on n'a rien reçu, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas les ordres, on reste. Donc du coup, la compagnie de CRS est partie, et nos collègues de la compagnie d'intervention, c'est eux qui ont essayé de sortir, qui se sont fait massacrer, voilà, qu'il y a des gilets jaunes qui sont venus les sauver à la fin. Enfin, je veux dire, parce que les gens n'ont même pas été foutus de se coordonner à la salle de commandement. Donc quand on voit ça, on se dit que c'est pas forcément bien géré, qu'on aimerait bien avoir des gens là-haut qui prennent conscience que sur le terrain, il y a un impact réel. Les gens de là-haut, ils ont fait un peu de terrain ou c'est simplement le pur produit d'une sélection administrative qui va bien? Alors, dans le parcours Genre avec la bonne carte de parti politique, avec la bonne loge, le bon village. Alors, je vais donner un exemple, je pense qu'il sera le plus parlant. Il y a dans l'école des commissaires, bon déjà l'école des commissaires va commencer par de façon générale, il y a un concours externe, un concours interne. Le concours externe, c'est ouvert à des gens qui vont commencer commissaire. C'est-à-dire qu'en France, techniquement et légalement, on peut être commissaire à 23 ans. Si on a été brillant à l'école, on est à un grand niveau d'instruction, on a réussi tous les concours du premier coup, on est un petit peu en avance, 23 ans commissaire. Et on peut également être commissaire en passant un concours interne. Et à ce moment-là, il faut passer 5 ans dans l'administration, n'importe laquelle, on passe le concours et à ce moment-là, on devient commissaire. Donc il y a des gardiens de la paix, des officiers qui peuvent passer commissaire. Mais en prorata, le prorata, c'est concours externe, donc les gens qui arrivent de l'extérieur, qui ont plus de places réservées pour devenir commissaire. Nous, on aimerait bien, à l'image de l'Allemagne ou des gendarmes, même tout simplement en France, qu'on commence au minima officier. Parce qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas dans une école, c'est l'expérience de la vie. C'est qu'on ne réagit pas de la même façon à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on aimerait bien que les gens qui arrivent à des postes de responsabilité comme commissaire aient au moins 30 ou 40 ans, parce que ils ont une expérience qu'on ne peut pas apprendre dans l'école. Et ensuite, pour le pur produit de l'administration, nous avons à l'heure actuelle M. Morvan, directeur général de la police nationale. Il est devenu policier le jour de sa nomination de directeur général de la police nationale en août 2017. Oui, août 2017. Donc il est devenu directeur général de la police nationale en n'ayant aucune idée de ce qu'est la police nationale. Et il se vante lui-même de ne pas être policier. Parce que je dis pourquoi il se vante lui-même, parce que nous nous battons également pour que nos collègues adjoints techniques, qui étaient avant adjoints techniques de la police nationale, qui sont des missions de support très importantes dont nous avons besoin, également les adjoints administratifs, qui étaient avant adjoints administratifs police nationale, et ils ne sont plus police nationale, maintenant ils sont ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'ils sont interchangeables, mais comme au niveau de la police nationale, ils ne sont pas beaucoup par rapport à leurs homologues des préfectures, leurs avancements et leurs mutations, et leur avancement de carrière est beaucoup plus difficile. Parce que l'administration les oublie en disant vous êtes la petite minorité, et donc on aimerait bien retourner, nous, sur qu'ils appartiennent à la police réellement sur leur carte de service. Et donc notre directeur dit, vous voyez, moi je ne suis pas policier, je m'en porte très bien. Il se sert de cet argument pour dire, je ne vais pas vous remettre adjoint administratif police nationale ou adjoint technique police nationale. Question Internet. Si les problèmes ne viennent pas des CRS, quel conseil donner aux citoyens pour régler ces problèmes? Alors ce qu'on donne aux citoyens comme conseil, le conseil de base, c'est que si jamais vous êtes victime de comportements qui vous semblent, parce qu'après une enquête est faite, des fois on peut croire quelque chose sans que ce soit, mais si on est blessé, mutilé de façon complètement illégale, si la personne, je précise, parce que si la personne a commis un acte en balançant un pavé ou un cocktail Molotov sur un policier, s'il est blessé, il peut toujours aller porter plainte, mais il y aura une réponse proportionnelle. Par contre, un manifestant qui a subi un dommage collatéral parce qu'un groupe de délinquants était à côté de lui, le criminel, il a subi les effets collatéraux, lui qui porte plainte, voilà. Mais ce qu'on lui demande surtout, c'est de ne pas oublier notre hiérarchie, qu'il plaide contre X ou alors qu'il nomme directement la hiérarchie en disant je voudrais qu'on enquête pour savoir qui c'est qui a fait le plan de la manifestation, qui c'est qui a donné les ordres, quels sont les ordres à ce moment-là de la salle de commandement, où en est la formation, pour qu'en fait chacun puisse être jugé selon ses responsabilités. C'est-à-dire qu'en fait on voit notre collègue de terrain qui est le sommet de l'iceberg, en fait c'est celui qu'on va voir, mais il faut aussi voir tout ce qu'il y a derrière. Donc ça fonctionne. Bien sûr, des fois il n'y a que le collègue qui fait une faute personnelle, qui est responsable que tout seul et que quoi qu'on lui ait fait, il aura fait la faute. Mais dans la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et à ce moment-là, on n'oublie pas les choses et que l'enquête puisse au moins aller regarder de ce côté-là. Parce que sinon, on va sacrifier des policiers, on va sacrifier des manifestants et les personnes qui placent tout ça resteront en place. J'ai une autre question. Imaginez-vous l'acte 11 des Gilets jaunes. Nous, gros gabarit, comme vous pouvez le témoigner, on voit une nana se faire matraquer au sol par un CRS. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des photos, on essaye d'extraire la nana, on essaye d'expliquer au CRS que ça va pas, ou on rentre dans le CRS. Alors l'envie primaire, ça peut arriver, si on voit que c'est quelqu'un qu'on connaît, on peut avoir l'envie primaire de rentrer dans le CRS.
Ça aura sans doute un effet très libératoire sur le moment. Par contre, ça peut avoir un effet contre-productif pour la suite, comme M. Détinger peut en témoigner. La façon, Une injustice, si on voit une une injustice, injustice. j'y viens. Le mieux, c'est déjà de filmer, parce que ça, c'est parfaitement légal. Après, intervenir sur une intervention de police. Si on n'a pas tous les éléments de ce qui s'est passé, des fois, on peut arriver, la personne a fait des choses avant et pour la maîtriser, ils ont dû utiliser la force qu'ils peuvent être invités à utiliser, parce qu'on ne sait pas les choses. C'est pas parce que des fois c'est une femme qu'elle ne peut pas commettre des actes criminels ou délictuels. Donc le mieux, c'est de filmer pour pouvoir apporter les éléments à la justice et à l'IGPN, le cas. D'accord, on filme. Mais là, on Mais voit filmer. Et après, si jamais ça nous semble insupportable de le faire, mais après, c'est assez risque-péril, parce que si jamais l'intervention de police était justifiée, parce qu'on n'avait pas tout le contexte, c'est-à-dire qu'on aura perturbé une intervention de police qui est illégale, et du coup on sera embêté en tant qu'auteur d'attaque de la police. Donc il faut se peser le pour et le contre, en se disant, bah voilà ce que je risque, si jamais j'ai pas tous les éléments, et après, si jamais vraiment j'ai tout, je suis sûr à 100% y aller, mais en général les policiers sont également formés, donc ça peut mettre en danger l'intégrité physique des personnes qui vont intervenir. le centre de commandement, il se trouve où? Ça dépend des endroits, Paris sur l'île de la Cité à la préfecture de police. Et après, dans les autres endroits, soit au niveau de la direction départementale de la sécurité publique, c'est le plus souvent, et de temps en temps, il a des places au niveau de la préfecture pour des gros événements. Question d'Internet. Est-ce que, suite à la diffusion de son face-cam sur Le Média, il a reçu des soutiens ou des pressions de la part de ses collègues ou hiérarchie? Alors, de la hiérarchie, du coup, conseil de discipline, hein, à savoir qu'on C'est passe quand? le 14 Et février c'est où? à l'île de la Cité à Paris, préfecture de police, donc juste à côté de la À salle quelle de heure? commandement, et 9h15. Ah bah, ils vous ont pris très tôt. Plutôt, voilà. Après, bon, je pense pas que ça durera longtemps. On invite les gens qui sont disponibles à venir à 8h45, et puis on a fait une petite cagnotte pour nous aider à payer les frais d'avocat, parce qu'à force d'attaquer, N'incitez pas à faire une manifestation non déclarée, hein. nous allons la déclarer. Voilà, il n'y a pas de problème pour que les gens soient pas embêtés. Nous respectons les règles. Alors, pardon, continuez. Ouais. Donc, au niveau de la hiérarchie, voilà, savoir qu'on passe en conseil de discipline dans la police nationale, c'est que là, ils vont rechercher tous les dossiers qu'ils peuvent trouver. Ils trouvent un prétexte pour nous y envoyer. Et après, on a volé un bonbon à 7 Justifié ou ans. pas? Oui, justifié ou pas, là n'est pas la question. La preuve, tous les prétextes qu'ils veulent utiliser ne sont pas justifiés légalement. De toute façon, pour un syndicaliste, l'envoyer devant un conseil de discipline pour le sanctionner dans sa profession, ça ne marche pas. Il faut m'envoyer devant un juge pour qu'un juge impartial puisse décider ou pas ce que j'ai commis comme fautes qui sont pénalement répréhensibles, voire administrativement devant un juge administratif. Donc de ce côté-là, les collègues, par contre, il y a eu quelques collègues minoritaires qui ont dit oui, tu dénigres tout le monde, on est là pour faire les Robocop, on a les gros bras. Bon, il y a une minorité de collègues comme ça, mais heureusement c'est une minorité. Et il y a des collègues qui ont dit par contre c'est bien, ça libère la parole, ça faisait longtemps qu'on attendait quelqu'un qui allait parler comme ça. Donc des collègues, j'ai été surpris agréablement en fait au final, parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont appelé à soutenir, parce qu'on essaye d'apaiser les tensions de chaque côté pour que tout le monde soit respecté, parce que nous avons des combats communs. Des policiers ont appelé à soutenir. Globalement, tout ça, cet effet médiatique, ce que les gens ne nous connaissaient pas forcément, donc ça a un effet plutôt positif, à la fois dans la police nationale et dans la population, donc c'est plutôt salutaire, et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Revenons sur le droit de manifester, la déclaration de manifester. Si mes souvenirs sont bons, et je parle sous le contrôle de la communauté, et d'ailleurs, fact-checkez-nous, faut-il réellement déclarer une manifestation? Alors pour déclarer une manifestation, donc là, Libération Check News m'a appris quelque chose, j'avais fait une faute entre guillemets entre les deux. Il faut déclarer une manifestation quoi qu'il arrive. Pour faire une manifestation, il faut la déclarer. C'est-à-dire qu'en fait, on informe la préfecture du lieu où on va faire la manifestation. Et si c'est une manifestation revendicative, sauf interdiction expresse de l'autorité administrative, donc du préfet, la manifestation est autorisée. Et après, la particularité sur Paris, en fait, c'est pour toutes les manifestations non revendicatives. Si jamais la manifestation n'est pas expressément autorisée, elle est interdite. Voilà, j'avais fait une confusion sur Paris en confondant revendicative et autres manifestations. Donc voilà, donc en général, il n'y a pas de souci sur l'information de manifestation, sauf le week-end dernier où, par exemple, à Bourges, la manifestation avait été déclarée et le préfet a dit c'est interdit. Voilà, donc c'est un cas exceptionnel en France où normalement ça ne pose pas de problème. Et informer les pouvoirs publics de la manifestation permettent d'avoir préparé le parcours, d'avoir des policiers déployés aux bons endroits. Donc nous déjà on est contents, ça nous repose parce qu'on n'est pas obligé d'être déployé n'importe où. Et en général ça permet aussi de couper la circulation, ça permet de protéger les manifestants également. Donc c'est un effet en général positif. C'est pour ça que depuis le début nous on incitait les gens à déclarer les manifestations en informant les préfectures des lieux pour que ça se passe bien et qu'au final, à la fin de la journée, on ne parle pas des violences qui ont émaillé des manifestations, mais qu'on essaye de parler plutôt du fond, parce que tout aurait pu être cadré, qu'on aurait pu mieux cibler
les éléments perturbateurs de la manifestation. Des solutions, des préconisations pour améliorer notre police, pour détendre la situation Nous, on en fait depuis un bon moment. On préconise déjà un maintien de l'ordre plus à l'allemande ou au pays du Nord, qui propose une désescalade de la violence. Donc accompagner les manifestants plutôt qu'essayer de les canaliser et de les contrôler. Et également quelque chose dont on n'a pas parlé, on demande la recréation des renseignements généraux. Pas dans le sens ficher tout le monde, etc. Parce que j'ai vu qu'il y avait on nous a envoyé une du Canard enchaîné de demain. Pour les gilets jaunes, le fichage des gilets jaunes recommence, on recrée les RG pour ça. Non, les RG, pour travailler dans un service de renseignement, avaient un rôle très important. Le mouvement des gilets jaunes, par exemple, on avait les moyens dans toute la société civile, avoir des gens qui nous connaissaient en tant que RG. Et un mouvement des gilets jaunes, on n'aurait pas connu les gens en tant que gilets jaunes, mais parce qu'ils sont investis dans d'autres associations, dans des clubs sportifs ou tout ce qu'on veut. Et on a des relations de confiance qui se créent. C'est possible d'avoir des relations de confiance ? Les relations de confiance, c'est possible en général, parce qu'en fait, une fois qu'on a expliqué pourquoi on fait notre travail, c'est qu'on nous dit, par exemple, telle manifestation, nous, on ne veut pas voir de policiers, parce que ça va nous énerver. Nous, donc, on fait dans nos préconisations pour le préfet, on dit, écoutez, telle manifestation, ils ne veulent pas voir de policiers, donc si jamais vous en mettez, ça va énerver tout le monde. Ce qu'on vous conseille, c'est de mettre les policiers en réserve, donc à côté si jamais ça a des débordements, mais hors de vue des manifestants. D'autres manifestants souhaitent avoir des policiers à côté d'eux pour couper la circulation, si jamais il y a des perturbateurs qui viennent, pour être tout de suite exfiltrés. Donc à partir de là, chaque type de manifestant et manifestation a ses désirata avec les policiers. Et nous, notre rôle, c'était d'apaiser les choses et de trouver en amont les choses. Comme les RG ont été cassés en 2008 par M. Sarkozy, depuis, n'ont jamais été remplacés à la hauteur de ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que nous sommes dépendants de la sécurité publique qui gère les commissariats. Le budget qu'on devait garder constant des renseignements généraux a été pris par beaucoup de directeurs de la sécurité publique pour rénover les commissariats, les voitures, n'importe qui peut aller voir, étaient en ruine. Donc c'est légitime, mais nous n'avions plus les moyens de faire notre travail correctement. Donc à l'heure actuelle, le gouvernement déploie par exemple des fois 80 000 de nos collègues tous les week-ends, parce qu'il ne sait pas où les déployer. Et je reprends l'idée d'un haut gradé de Scotland Yard qui avait dit durant l'Euro 2016, pareil, on avait déployé des policiers dans toutes les zones, etc. Et le gradé de Scotland Yard avait dit, si jamais vos services de renseignement étaient performants, vous en déploierez beaucoup moins, mais aux bons endroits. Donc nous partageons cette analyse et ce serait bien que ce soit refait. Donc nous voudrions une direction indépendante pour avoir les moyens de le faire. Et sur le mouvement des Gilets jaunes, du coup, en étant aveugle, plutôt que d'avoir des gens qu'on connaît d'avant, dans des cas apaisés, on a le temps de discuter sur tout et rien quand il ne se passe rien, pour au cas où un jour il se passe quelque chose, quand la crise est commencée, c'est beaucoup plus difficile de créer des liens de confiance. Donc il y a aussi également ce côté prévention et en amont qui n'existe plus en France. Question d'Internet. Est-ce que la police s'empêche de filmer et pourquoi? Alors je reformule la chose. On a vu une vidéo de quelqu'un qui filmait au téléphone portable et qui était d'ailleurs lui-même en train de se faire filmer. Et on a vu un CRS passer par derrière et lui mettre un gros coup de matraque dans le téléphone. Alors déjà, est-ce que c'était vraiment un CRS? Je pose la question parce qu'à chaque ça fois... ressemblait, je suis d'accord avec vous. CRS, parce qu'il y a alors c'est très simple pour qu'on arrête les choses et qu'on soit très précis. Les CRS ont des petites bandes jaunes sur leur casque. Les compagnies d'intervention ou nos collègues de commissariat ont des petites bandes bleues. Et en général, ceux qui n'ont pas de bande, c'est les gendarmes mobiles. Donc voilà. Et ceux qui ne portent pas leur matricule, c'est des gens qui ne respectent pas le règlement. Ils doivent tous porter leur matricule. On doit tous porter notre matricule. De façon très visible. De façon visible, voilà. Après, soit sur le brassard si on est en civil, enfin, de façon assez... que les gens puissent nous identifier, pas personnellement, mais que s'ils ont besoin de faire une procédure, ils peuvent tel numéro... On peut demander le matricule à un policier? On peut lui demander, parce que normalement, il n'y a pas besoin s'il est visible. Sinon, on peut lui demander son matricule pour dire j'ai besoin. Et s'il ne répond pas? Du coup, après, ce qui est bien dans la police nationale, c'est que les unités, on sait où elles sont. Donc, il suffit de dire à tel endroit, à telle heure, il y a tel policier qui n'a pas voulu me répondre. Il y a peu de choses près, sauf cas très très rare, en recoupant les ondes radio, les ordres et le déploiement des unités, on peut retrouver qui était là. Et après, il suffit dans l'unité, le groupe de personnes, de savoir qui a mal répondu. Donc, on peut toujours retrouver. C'est pour ça qu'également, le matricule, ça a été une mesure, effectivement, en disant on va le faire parce que ça fait bien, mais si on veut vraiment retrouver un policier à tel endroit et encore plus sur un maintien de l'ordre, c'est assez facile en recoupant les différentes informations et ordres de la salle de commandement à retrouver. Et donc du coup les policiers, il y a des policiers qui ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit d'être filmés, là, qui considèrent qu'ils ont un droit à l'image. Donc on rappelle régulièrement et notre direction rappelle qu'on a le droit d'être filmé. Et après il y a une deuxième chose que je ne sais pas, donc c'est pour ça que je n'ai pas vu cette vidéo. Je ne connais pas les règles pour les gendarmes qui sont militaires, je ne sais pas eux s'ils ont le droit d'être filmés ou pas. Les notes de service que je connais s'appliquent à la police et je ne sais pas si elles s'appliquent à la gendarmerie qui ont un autre statut. Question d'Internet, y a-t-il eu des sanctions ou des mesures contre le policier qui filme ses exploits à Mantes-la-Jolie? Et pourquoi communiquer cela? Je ne sais pas d'où ça sort.
Si, Mantes-la-Jolie, si je sais, c'est quand il y a eu les lycéens. Il y a eu une image qui a été effectivement assez choquante à voir, où on Ah, voit les enfants à les genoux enfants à avec... genoux, ah, ouais, etc. ça, c'était... C'est très choquant, mais une fois de plus, il faut avoir tous les éléments. Donc sur l'image, c'est très choquant. Là-bas, nos collègues ont été appelés pour s'occuper des lycéens qui partaient en émeute dans la ville, qui est tout cassé, etc. Ils étaient une quarantaine de collègues qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Ils ont en face plusieurs centaines, je crois, entre 100 et 200 lycéens dans tous les sens. Ils ne savaient pas sur place, ils se sont dit il faut qu'on les maîtrise tous et on n'a pas le nombre d'effectifs, on n'a pas la formation et on va faire avec les moyens du bord et on nous a dit qu'on n'aurait pas de renfort. Donc ils se sont dit, on va essayer de les ligoter pour pas qu'ils nous empêchent, et en attendant qu'on puisse les présenter au fur et à mesure que ça arrive. Donc l'image est choquante, mais après il y a une explication sur le fait que derrière, quand on a tous les éléments, on se dit c'est choquant, mais après, nos collègues n'avaient pas forcément d'autres solutions avec ce qu'ils avaient sur place pour faire le travail. Après, par contre, la vidéo qui filme et les réflexions de notre collègue, ça c'est déplacé, effectivement, parce qu'on n'a pas filmé des gens qui ont été interpellés. On doit normalement, dans nos statuts de policiers, respecter la vie privée des gens, que ce soit des délinquants, des criminels ou ce qu'on veut. On n'a pas à divulguer des informations sur les gens, parce que finalement, c'est entre la justice, la police et la personne. On n'a pas à jeter l'opprobre sur une personne. Et les réflexions étaient un petit peu déplacées, effectivement. Donc à partir de là, je ne sais pas où arrive l'enquête, donc ou s'il y a une enquête sur ce collègue. Comment vous expliquez que les banlieues soient pas enflammées? Comment vous expliquez qu'on voit pas les banlieusards dans le mouvement des Gilets jaunes? Comment vous expliquez ça? C'est parce que on ferme un peu les yeux sur le trafic de drogue, on leur fait passer un petit message en disant tenez vos troupes, on vous laissera tranquille pour votre petit business, ou... Alors il y a déjà des gens qui viennent piller à la fin des manifestations qu'on n'avait pas vues, qui viennent de ces banlieues, qui s'organisent, et que c'est des gens qui viennent piller dans les Autant pour moi. magasins et qui viennent récupérer le matériel. Et il y a forcément des gens, un système derrière qui va permettre de le revendre. Parce que quand on vient piquer dans des boutiques Dior ou sur les Champs-Élysées, dans des certains produits de luxe, si on n'a pas le réseau pour revendre, ça ne sert à rien de venir les voler. Donc il y a ça, et après sur les banlieues en elles-mêmes, c'était arrivé aussi, par exemple, quand les banlieues sont enflammées en 2005 avec Villiers-le-Bel. Certaines banlieues ne se sont surtout pas enflammées parce que les caïds de la PEC tenaient en disant le premier qui bouge, qui me brûle une voiture ou qui casse quelque chose, ça veut dire que ça va focaliser l'intention des forces de l'ordre chez nous. Et moi, pour le business, on n'en a pas besoin. Donc ça, c'était en 2005. Pour là, je n'ai pas d'analyse, à part les pilleurs en fin de manifestation qui ont forcément le réseau pour revendre. Vous n'avez pas entendu parler de cette histoire de dealers qui venaient débloquer un mouvement de lycéens à coup de paintball? Non? Parce que J'ai pas suivi celui-là. Il y en a beaucoup qui passent et après, j'en rate forcément. Celui-là, j'ai raté. Alors, autre question d'Internet. Est-ce que les forces de l'ordre peuvent faire grève pendant un acte des Gilets jaunes? Alors nous avions appelé à faire grève, à savoir que les personnels actifs de la police nationale et de la gendarmerie n'ont pas le droit de faire grève. Par contre, les personnels de support, les adjoints techniques, les adjoints administratifs, les ouvriers, cuisiniers, ouvriers d'État peuvent faire grève, parce que c'est des personnels qui n'ont pas le statut police ou militaire. En général, quand ces personnels font grève, ça peut paralyser certains services. Si les personnels administratifs, par exemple au judiciaire, ne sont pas là ou dans un service de renseignement, ça peut paralyser le service, que c'est eux qui transmettent les notes, qui font passer les choses. Et nous, ce qu'on avait proposé, c'est que ces personnels se mettent en grève et que tout le monde se cotise pour payer leur jour de grève pour essayer de paralyser au maximum. Même chose sur les compagnies de CRS qui ont la logistique derrière, des adjoints techniques qui s'occupent de la cuisine, etc. Alors, effectivement, on peut les remplacer par des collègues actifs qui n'ont pas le droit de grève, mais le problème, c'est que les compagnies de CRS sont tellement à court de personnel parce que sous M. Sarkozy, et depuis, ça n'a pas été renforcé, on les avait divisés de moitié, en fait, ils peuvent plus se permettre de perdre du monde pour l'opérationnel, pour assurer des missions de support. Et après, l'autre chose qu'on disait, c'est que nos collègues, en fait, il y en a qui ont travaillé tous les week-ends, qui ont travaillé 20 jours d'affilée sans repos. Les week-ends, c'est des fois des vacations de 20h ou 22h en dehors de tout cadre légal. On leur dit, au bout d'un moment, il faut penser à votre santé et vous protéger. Il serait peut-être temps d'aller voir le médecin, parce que la question, c'est pas de savoir pourquoi vous vous mettez en maladie maintenant, c'est la question de savoir comment vous avez tenu jusqu'ici. Vous avez tenu par conviction, vous avez tenu pour plusieurs motifs, vous avez tenu parce que nous avons un jour de carence et que vu les conditions difficiles actuelles, vous ne pouvez pas perdre 80 € ou 100 € à la fin du mois parce qu'on vous les retire sur votre fiche de paye. Mais au bout d'un moment, il faut penser à se protéger. On a également proposé à nos collègues qui n'ont pas les formations nécessaires, notamment sur le maintien de l'ordre, d'utiliser leur droit de retrait en disant ne venez pas, n'allez pas faire des missions pour lesquelles vous n'êtes pas formés, parce qu'après on vous dira vous n'avez pas fait preuve de discernement, vous êtes quand même allé, vous auriez dû nous dire que vous n'aviez pas les formations. Donc
Pour la grève, de façon précise, c'est non, nous avons un statut dérogatoire. Pour le reste, il y a des moyens de protéger les policiers de commettre des erreurs, parce qu'également, quand on est fatigué au bout de 20 heures d'intervention, avec plusieurs jours de travail, on est un peu plus irritable, sans manger, voilà, donc on peut être plus irritable et commettre des fautes professionnelles qu'on n'aurait pas commises si jamais on avait respecté un peu la dignité humaine, tout simplement, du policier. Alors, question Internet, est-ce que certains policiers appellent à poser les armes et soutenir les gilets jaunes ? Alors nous sommes solidaires du mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Nous appelons à des manifestations pacifiques, un encadrement des manifestations pour revendiquer le droit. Après, poser les armes, on ne peut pas le dire en tant que policier, parce que à l'heure actuelle, on défend des institutions et la République, bien que dans notre code de déontologie, qui a changé en 2014, nous ne sommes plus défenseurs des institutions de la République, mais des institutions et des intérêts nationaux. Donc c'est un changement sémantique également en parlant, quand on parlait de force de l'ordre et gardien de la paix. Le deuxième changement sémantique également de 2014 a été, nous étions garants des libertés individuelles, maintenant nous sommes garants des lois. On peut légaliser toutes les choses sans pour autant qu'elles soient légitimes. C'est ça qui est magique avec le droit. Donc il y a cette dérive. Et après, poser les armes, ça ne nous semble pas la bonne idée. Ou alors on posera les armes si un jour, je veux dire, toute la France est dans les rues et qu'il n'y a pas de doute sur la chose. Après, nous voudrions du pouvoir d'achat, nous voudrions qu'il y ait une pression, mais avec un débat de fond et forcer le gouvernement à répondre aux attentes sociales. Et après, si les gens veulent changer, j'allais dire, les institutions, le pouvoir, etc., là, faut aller voter et ça se règle dans les urnes. Il y a des moyens pacifiques de changer les choses en France. Après, il y a des moyens de pression qu'on peut mettre en disant, voilà, les policiers sont pas là, les policiers n'en peuvent plus, sont au bout du rouleau, les manifestants vont faire les choses, et c'est ce qu'on demande depuis le début. En fait, la réponse du gouvernement est sécuritaire, et en fait, c'est une réponse sociale qu'il faut apporter, et on espère que les politiques vont finir par en prendre conscience plutôt que de rajouter de l'huile sur le feu. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous tout de suite avec vous pour le mois de février ou un peu plus tard ? Qu'on se revoie ? On peut prendre rendez-vous. Alors après, je serai peut-être plus policier. Ça dépendra de la décision du 14 février à mon conseil de discipline. On se reverra ? Mais on peut se revoir. Bon, est-ce que vous avez 3 livres à conseiller à notre communauté ? 3 livres. Alors il y en a un que j'aime bien, surtout le contexte actuel, c'est Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, seul et sans armes. De qui ? C'est un Serbe qui a participé à la révolution pour faire tomber Milosevic. Et dedans, il y a l'explication qui dit que la violence ne règle rien. Toutes les révolutions violentes, en général, ça se terminait en dictature derrière. Et ils ont dit, nous, quand en Serbie, on a fait tomber Milosevic, on s'est organisé pour se dire que la chute de Milosevic, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de remplacer par une démocratie qui devait fonctionner derrière. Si on se focalise sur l'objectif de la chute, ça ne marche pas. La deuxième chose également qu'il y a dans ce livre qui est très intéressante et qui me parle beaucoup, c'est qu'ils ont dit tous les pays où ils ont essayé de faire des révolutions violentes pour renverser des régimes, ils leur rappellent qu'en face, le pouvoir a l'armée et la police. Et que de toute façon, ils auront battu tout le monde, ça ne servira à rien. Et qu'il faut trouver des façons amusantes et constructives de ridiculiser le pouvoir. Parce que le ridicule ne tue pas, mais au bout d'un moment, ça permet à tout le monde d'aller manifester. Ils ont dit, on a pu comme ça faire venir dans les manifestations des grands-mères, des enfants, le nombre incroyable de gens qui a pu venir. Et c'est parce qu'on était non-violents qu'on ridiculisait le pouvoir avec des blagues et des choses. Donc j'invite à lire ce livre. Et c'est un groupe de 10 personnes à la base et qui ont réussi à faire quelque chose de magnifique en Serbie et qui analyse différentes révolutions dans le monde en disant, voilà, si on n'a pas l'objectif final et qu'on utilise de la violence, en général, ça se finit mal. Un deuxième livre que j'aime beaucoup, c'est un philosophe grec, Aristote, Les politiques, ou la politique suivant les traductions, qui analyse tous les types de régimes, et à l'heure actuelle avec un petit peu comment on fait les choses. Et voilà, par exemple, selon sa classification des régimes politiques, à l'heure actuelle en France, on serait plus en oligarchie qu'en république. Et troisième livre, là je suis pris un petit peu de cours. L'insurrection qui vient ? Hein ? L'insurrection qui vient ? Non, c'est pas ce que j'allais dire. Après, c'est un autre livre. Vous l'avez lu ? Non, j'ai pas lu non plus. Un dernier, c'est pour se détendre, c'est encore un philosophe grec, enfin c'est les cyniques grecs, avec notamment Diogène, et qui déjà à son époque ridiculisait les choses en mettant les... C'est le philosophe qui avait dit notamment quand Alexandre le Grand est venu le voir, il y habitait dans un tonneau, il dit je suis Alexandre le Grand, qu'est-ce que je pourrais pour toi? Si je n'étais pas Alexandre le Grand, je serais toi. Il dit est-ce que vous pourriez vous décaler de quelques centimètres, vous gênez mon soleil. Donc voilà, ou quand il allait voir les Jeux, parce qu'il y avait déjà les Jeux olympiques et le pain et des Jeux, quand il allait les voir, il ne regardait pas les athlètes, ils regardaient la foule en disant c'est quand même fou, hein. Tous ces gens qui regardent le pain et des jeux, on les achète avec pas grand chose et moi je préfère voir le public et rigoler en les regardant avec leur mimique. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Après, malgré toute répression qu'on peut subir, toutes les divisions qu'on essaye de nous mettre, il ne faut pas oublier que finalement, à l'heure actuelle, on essaye de compter nombre de policiers blessés, nombre de manifestants blessés. Il faudrait qu'on comprenne qui est la cause de tous ces blessés, en fait. Et donc, du coup, que les gens arrêtent de se diviser, de tomber dans la caricature, l'amalgame, dire qu'il y a des problèmes, effectivement, quelques-uns dans la police. Il y a quelques personnes qui portent un gilet jaune qui ne devraient pas le porter, en tous les cas, qui ne
portent pas la philosophie du mouvement. Et il faudrait s'occuper tous ensemble du metteur en scène, pas par une révolution, parce que c'est ce que j'ai dit, lisez le livre, j'ai conseillé, mais qu'on puisse tout mettre une pression tellement énorme sur ce gouvernement pour qu'il écoute enfin le peuple et qu'il prenne des mesures dans l'intérêt général et non dans son intérêt personnel. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations? Les jeunes générations, se cultiver, c'est très important. Moi, j'ai découvert la philosophie sur le tard, ça permet de s'ouvrir l'esprit et ne pas rester sur des stéréotypes blancs ou noirs ou les méchants et les gentils, mais se dire que le monde est gris. À partir de cette analyse, de se dire quand il y a un fait, il y a forcément des graduations et de prendre le temps de l'analyse, et encore plus au temps d'Internet où il y a beaucoup de choses qui sont reliées tout n'importe comment. Donc, relier les choses, recouper l'information, et je pense que des médias comme celui-ci permettent de le faire. Alexandre Langlois, merci. Merci.